Une robe Là, qui est mais t'es encore repassée. plus à l'opposé par contre. À l'opposé de quoi? Bah, tu vas tomber du canapé tellement t'es loin là. Bah, c'est vrai. Je te fuis. Ah oui. Je n'ai pas plus droit. Bah, non, ça va là. On t'a encore mis ton maillot de foot. Oui. Mais tout le monde, tout le monde, personne t'as perdu le sondage. Hein. Ouais, c'est Ça vrai. ne dérange personne. Ils n'ont Donc, pas de beauté. Ils ont pas de goût, nos followers. bah, c'est tes amis, hein. Non, Pas c'est que... les... Ah non. Non, Ah, y a pas que mes amis qui ont voté pour moi. Pas non. du tout. Ah non. Salut à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 25 juin et c'est le 6e épisode de Tout sur ma mère. Aujourd'hui en salle, la grosse sortie de la semaine, mais la grosse sortie aussi de l'année, c'est F1, le nouveau film réalisé par Joseph Kaczynski, qui était le réalisateur de Maverick, écrit par Ehren Kruger, scénariste de Maverick, et produit par Jerry Bruckheimer, le producteur de Maverick, avec Brad Pitt et Javier Bardem. Des courses épiques au cours desquelles 2 caractères et 2 générations vont tenter de sauver leur patron, victime de leur caractère bien trempé. Autre grosse sortie, c'est 13 jours, 13 nuits de Martin Bourboulon, le réalisateur des Trois Mousquetaires. Donc c'est un thriller qui se passe à Kaboul en Afghanistan, qui raconte un épisode vrai, puisque en août 2021, les talibans pénètrent à Kaboul, les troupes françaises s'apprêtent à partir et les habitants essayent de se réfugier dans l'ambassade de France. Autre sortie intéressante cette semaine, c'est Stranger Eyes, un film singapouro-taïwanais et qui raconte l'histoire d'un jeune couple dont l'enfant a disparu, s'est fait kidnapper. Et qui, quelques semaines plus tard, se voit livrer des enregistrements vidéo de leur vie privée filmés par un voyeur à leur insu, datant de l'époque où ils avaient encore leur fille. Une enquête commence et elle est réalisée par le cinéaste Yeo Siu Hua. Soit moi, soit ma mère, nous avons vu ces 4 films-là, dont nous vous parlerons dans la version longue postée sur YouTube. Une autre sortie qui peut en intéresser plus d'un vu le succès qu'avait eu le premier, c'est Megan 2.0, un film réalisé par Gerard Johnston. C'est exactement le même réalisateur que le premier, et d'ailleurs ça va être le même casting. Dans ce deuxième opus, 2 ans après les événements du premier film, Megan est de retour pour tuer Amelia, une autre intelligence artificielle militaire qui veut assassiner ses créateurs. Alors, dans Le Grand Déplacement, qui est une comédie, Jean-Pascal Zadi a imaginé la première mission spatiale africaine, une mission qui a pour but d'aller explorer une planète sur laquelle pourraient trouver refuge les Africains si la Terre n'était plus habitable. Et donc, il y a Reda Kateb au casting, avec Jean-Pascal Zadi qui joue également dans le film. Une autre sortie susceptible d'intéresser du monde, c'est Amélie et la métaphysique des tubes. C'est une adaptation du roman d'Amélie Nothomb, qui est un roman autobiographique. Le film est réalisé par Maëlys Valade et Liane Chohan, présenté à Annecy en 2023. Elle raconte l'enfance d'Amélie, une petite fille belge née au Japon. Sous hypnose est un film allemand qui raconte l'histoire d'un couple d'entrepreneurs qui s'apprêtent à aller présenter leur nouvelle application dans une conférence. Et juste avant d'y aller, Vera, la jeune femme, va faire une séance d'hypnose pour arrêter de fumer. Et cette séance va complètement bouleverser sa journée. Once Upon a Time in Gaza, c'est une comédie absurde et ironique sur fond de conflits armés, réalisée par Tarzan Nasser et Arab Nasser, à qui il a fallu 10 ans pour monter le projet. Au rythme de Vera, c'est également un film allemand, et l'histoire se passe en 1975. Une jeune fille, Vera, qui a 18 ans, se démène pour organiser un concert à l'Opéra de Cologne en faisant venir le musicien Kees Jarrett. Et c'est une histoire vraie. Enfin, ses reflets dans un diamant mort. Donc un ancien agent secret qui vit dans un palace sur la Côte d'Azur s'imagine que ses ennemis jurés, ses anciens ennemis sont de retour. Et donc ça va être une alternance entre des épisodes du passé et des épisodes du présent. C'est une comédie noire qui est interdite d'ailleurs aux moins de 12 ans. Et voilà pour les sorties de la semaine. Donc moi je n'ai pas vu grand chose, j'ai juste vu 13 jours, 13 nuits, dont on va parler après dans la suite de la vidéo. Marius lui a vu davantage de films, puisque tu as vu aussi 13 jours, 13 nuits d'ailleurs. Ouais. Et j'ai vu F1 et Stranger Eyes. Ok, donc c'est parti. On commence par F1 que j'ai vu tout seul chez Warner dans une très belle salle, pas forcément très grande, etc., mais avec un très bon écran, un très bon son. Et ça valait le coup parce que c'est bien sûr la qualité principale du film, c'est ces scènes d'action. J'avais juste mes notes, voilà. Voilà, c'est les scènes d'action, les scènes de course en tout cas, avec Brad Pitt dans quasiment toutes, avec Brad Pitt dans toutes. Alors pour remettre un petit peu de contexte sur le film,
F1, déjà, l'histoire, c'est un vieux pilote vieillissant qui a passé une sorte de traversée du désert après un accident très grave de Formule 1, mais qui depuis quelques années s'est remis à conduire absolument tout type de voiture, dans tout type de course, jusqu'à même passer par un épisode de chauffeur de taxi. En fait, il voulait juste reprendre le volant, dans n'importe quel moment, dans n'importe quel contexte, mais il en avait besoin. Et un jour, il y a son ancien pilote avec qui il Copilote. faisait équipe. Non, Non. parce Ok. que en Formule 1, t'as un seul pilote. C'est juste qu'ils sont deux par écurie, donc ils sont deux par Ah équipe. ouais. Et donc, t'as son ancien équipier qui est interprété par Javier Bardem et qui est devenu donc directeur d'écurie, qui vient le chercher parce que en fait, son écurie est en passe de couler, parce que les résultats sont trop mauvais et il va avoir besoin d'au moins une victoire dans la saison pour maintenir son écurie à la tête hors de l'eau. Et donc il va le chercher et il lui dit voilà, reviens. Et donc il y a cette trame un petit peu classique hollywoodienne, parce que c'est quand même une grosse équipe hollywoodienne qui ont fait le film, qui ont monté le projet. Mais c'est ça, et donc Brad Pitt va revenir et va devoir faire équipe avec le tout nouvel espoir de la Formule 1, donc ce qu'on appelle un rookie, qui est un jeune extrêmement talentueux mais pas encore très mature. Et donc lui et Brad Pitt vont pas du tout être sur la même longueur d'onde, quoi. Ça t'a plu? Oui, mais alors attends, parce que Ah. justement, je remets juste du contexte, comme Pardon. je disais. Le réalisateur, c'est Joseph Kaczynski qui a réalisé Top Gun Maverick. La scénariste, c'est Erin Kruger qui a scénarisé Top Gun Maverick. Et le producteur, c'est Jerry Bruckheimer qui a produit Top Gun Maverick. À côté de ça, la scénariste, elle a aussi fait Les Frères Grimm, Scream 3, Dumbo de Tim Burton. Jerry Bruckheimer, c'est un des producteurs les plus importants de Hollywood ces 40 dernières années. Il est à l'origine de tous les Pirates des Caraïbes, il est avec Tom Cruise. Je crois il est top 4 des producteurs les plus rentables d'Hollywood depuis des années. Donc tout ça pour dire que c'est vraiment un film très 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 hollywoodien. Que ce soit, et même je sais qu'ils sont pas mis au générique, mais il y a toute une armée de scénaristes type très hollywoodiens qui ont bossé sur des projets très hollywoodiens, les plus grands projets hollywoodiens depuis ces 10 dernières années, qui ont bossé avec la scénariste dont je viens de vous parler, Erin Kruger. Donc voilà, et donc ça se ressent dans le film, dans le sens où la trame, elle est déjà vue en fait. Donc il y a celui il va falloir essayer de le convaincre de revenir au volant. Ensuite, il y a la mésentente entre les deux coureurs, le clash des générations, l'ego des deux à gérer, etc. Et au milieu, Javier Bardem. Et donc, il y a les premières courses qui sont perdues, ensuite qui sont un petit peu rattrapées, jusqu'à la grosse course finale. Donc voilà, ça suit une trame qu'on connaît. Et en même temps, c'est bien fait. Les trames qu'on connaît, finalement, on est presque content de les. C'est pas un défaut, parfois. Parfois, c'est pas un défaut. Ouais. Là, je trouve que ça va. Parce que, en grande partie, grâce à Javier Bardem, déjà, qui est très fort, qui apporte je trouve. Vu qu'en fait, c'est un personnage qui justement n'a pas toujours sa place dans ces trames-là. C'est un personnage qui se retrouve un petit peu au milieu de Brad Pitt et de son collègue, dont j'ai oublié le nom d'ailleurs, ça me saoule. Mais c'est un très jeune acteur que vous avez pu voir dans Black Mirror rapidement, dans Snowfall et dans la série Snowfall et le film Zone Hostile. Il n'a pas tourné dans grand-chose d'autre, mais apparemment, il est un petit peu en train de monter. Et donc là, il se retrouve pulvérisé ici. Je sais qu'il y a eu énormément de casting, donc vraiment il est arrivé à la dernière étape de très long casting. Il n'a pas eu sa place comme ça, et ça fonctionne très bien. Et puis Javier Bardem au milieu qui est très bon. Je trouve qu'en fait il y a ce que j'ai trouvé sympa dans le scénario, mine de rien, c'est quand même que c'est pas juste le vieux et le jeune et qui se clashent et ensuite à la fin ils deviennent amis et tout va bien. Oui voilà, exactement. Et à la fin ils deviennent amis et tout va bien. C'est vraiment, je trouve que à la fin chacun apprend de chacun. Donc le jeune évidemment il apprend de l'expérience de Brad Pitt, et en même temps Brad Pitt il apprend aussi à canaliser son ego, parce que tout le début du film en gros il est en mode tu me dépasses pas, c'est moi qui vais. Et en fait il se comporte aussi un peu comme un enfant pourri gâté, du fait qu'il n'est pas fait de Formule 1 depuis 10 ans, ce pilote en fait. Et donc il sait plus trop comment ça se passe. Et en fait à la fin, il y a vraiment un truc où chacun a appris de l'autre, et c'est moins caricatural, je trouve, et un petit peu plus fin que ce que ça laisse paraître, en tout cas à la bande-annonce et au premier abord.
Et ensuite, les scènes d'action qui sont hallucinantes, parce qu'il faut savoir qu'ils ont tourné dans des vrais Grands Prix, sur des vrais week-ends de Grands Prix. Ils ont même fait un truc qui est assez fou, c'est que, tu sais, t'as les stands, chaque stand a une écurie en fait, enfin chaque écurie a son stand, et ils ont, dans les vrais Grands Prix, créé un vrai stand de cette fausse équipe, cette équipe fictive qui est celle de Javier Bardem dans le film. Ils ont créé un vrai stand avec vraiment la gueule de Brad Pitt dessus, le vrai logo, du coup des comédiens qui étaient des techniciens quoi, enfin je veux dire des ingénieurs, etc. Donc pas des comédiens, quoi. Tu veux dire, ils ont pris des vrais... Non, par contre, c'est des comédiens qui jouent les techniciens. Mais ils l'ont foutu dans cette vraie écurie, pendant ce vrai Grand Prix, à côté de ces vrais pilotes, pendant ces vraies courses. Et juste, c'est le seul stand qui n'était pas utilisé, du coup. Mais voilà, ils ont été jusque-là dans le réalisme. Ils ont fait piloter des Formule 2 transformées en Formule 1 à Brad Pitt. Encore une fois, ils ont tourné sur 2 ans. Ils se sont tapés quand même la grève des scénaristes, etc. Enfin, ils ont dû faire face à cette grève. Ils ont subi cette grève qui leur a fait très mal aussi. Et donc, ça donne des scènes en fait ultra réalistes, ultra immersives, notamment la scène finale. Et je pense que c'est un peu tous ce qu'on attend de ce film-là si on va le voir. T'en mets plein les yeux, quoi. Et il t'en met plein les yeux et ça fonctionne. Et ça dure 2h40 et c'est 80% de course. Et tu t'ennuies pas. Et tu t'ennuies pas. Non, t'en veux toujours plus. Et la scène finale, elle est magnifique. Et puis t'as de la musique de Hans Zimmer, évidemment. Enfin là, ils ont vraiment voulu foutre le paquet. Ils ont mis, même en termes d'opération de com, mettre Hans Zimmer sur ce film-là, il le fallait. Il y a un énorme... Sur la BO, du coup, ils ont quand même ramené Tate McRae, Burna Boy, Madison Beer, Ed Sheeran, Don Toliver et Doja Cat. Donc c'est genre le top de la musique américaine, de ce qui fonctionne en ce moment. Des fois, c'est un peu too much. Moi, je suis pas forcément fan de ces trucs, tu sais, de ces bandes originales où on prend les grandes stars, on leur fait faire un morceau chacun, etc. Comme ils ont pu faire dans les Creed à un moment donné. Je suis pas toujours fan. Il y en a un là où j'ai un petit passage où j'ai eu un peu de mal avec de l'autotune à mort et tout, qui était un peu compliqué, mais je trouve que finalement ça se fond bien dans le truc. Au bout d'un moment, tu l'acceptes et ça passe. Donc franchement, c'est un tout très positif. C'est pas du tout un grand film, mais par contre, il remplit. C'est un super divertissement. Ouais. Il remplit toutes les cases. Et en fait, ça fait du bien de voir que Hollywood, ils savent encore faire des trucs qui te foutent un petit peu des frissons et qui te... Bah ouais. Qui te... Voilà quoi. Faut pas bouder son plaisir. Non, c'est ça, exactement. Les bons blockbusters, c'est super. Alors j'aime bien Top Gun en plus. Oui, voilà, donc toi, t'es une fan de Top Gun, mais c'est l'âge aussi. Mais non, mais moi, j'ai pas vu Top Gun, mais il paraît que pareil, en termes de scène d'action, t'en prends plein la vue. Et vu ce qu'on se tape quand même comme Marvel, exécrable, enfin des trucs horribles d'action où ils sont pas foutus finalement de faire un bon divertissement, avoir ça qui sort en plein milieu, ça fait vraiment du bien, ça fait vraiment plaisir et on va pas, comme tu dis, on va pas le bouder ce plaisir. Donc ça fait plaisir, c'est cool. Ok, ça y est. Voilà, j'ai fini. Donc on parle de 13 jours 13 nuits. Alors 13 c'est pas le même bilan. Pas le même. Alors là, c'est le seul que j'ai vu. Ouais, bah vas-y, cette commence semaine. Alors. Bon, bah non, moi j'ai pas aimé. D'une part, un truc qui m'a hyper gênée, c'est l'idée de faire un thriller à partir d'un épisode historique, dramatique, qui s'est déroulé il y a pas très longtemps, puisque c'est en 2021. Enfin, c'est un truc horrible pour la population. Enfin, et je trouve, dans ce cas-là, tu fais un film plus historique, mais là, un truc où tu stresses, t'es dans le thriller, t'es dans le... l'idée me gêne, voilà. Et au-delà de ça, c'est vrai que le scénario, il est hyper... il est cousu de fil blanc, tout est super attendu, les personnages sont caricaturaux, c'est très gros sabot, quoi. Donc, après, une fois que tu t'ennuies pas, hein, parce que justement, ça va à toute vitesse, et moi, malgré toi, je trouve que tu stresses, et t'as le cœur qui bat, et puis, mais même si tu sais ce qui va se passer et tout, ça fonctionne quand même. Mais tu vois tous les gros défauts et bon, tu regardes pas on peut pas aller le voir. Ouais. Enfin, on conseille pas d'aller le voir. Ouais, enfin, non. Toi, pareil. Oui, moi je trouve que c'est évitable. Après, je suis pas forcément d'accord avec ton tout premier argument. Ouais. Par exemple, toi, t'avais aimé Novembre. Ouais, je crois. Tu m'avais dit, tu t'en souviens plus? Bah, je te le dis, t'avais aimé Novembre, donc le film. C'est sur la nuit des attentats du Bataclan, je crois. Et c'est un pur thriller.
Moi, je trouve Oui, ça mais il y a nul pas aussi. oui, Hein, d'accord, mais il mais n'y a pas un contexte historique derrière. C'était vraiment une course. Enfin, ils cherchaient quand même des mecs. Là, c'est il n'y a quand pas même de une. contexte historique. Mais Non, novembre. mais Non, mais d'accord. je veux Bah, dire, mais c'était quand même l'histoire racontée. bah là, ils C'était. cherchent à évacuer Oui, mais là, des Français. il y a tout un aspect historique sur le pays. Il y a toute l'histoire de la Non, pas du tout. population qui est Pas du évacuée tout. là. Pas Enfin, du tout. C'est pas du tout leur. Non, je suis désolé. quoi? C'est pas du tout ce qu'ils cherchent à raconter. Ils cherchent pas du tout à parler des Afghans. Bah, Ils sa- justement. Bah oui. Ah bah, non, mais, Du coup, ne gardez que le côté. bah, c'est comme si je te disais dans novembre, pourquoi ils parlent pas des victimes de. Tu vois Mais parce que. comme ils l'ont fait. Ouais, non, moi, Il y en a un autre qui est sorti de film sur les victimes du. Oui, d'accord, mais là, c'est du- pas le de même point de novembre. vue. Mais Mais bien là- sûr. Ouais. Mais. Bon, bref, je sais pas. En tout cas, Ok. ouais. En tout cas, sur le coup, j'ai trouvé ça un peu malsain, quoi. Ok. Non, bah, Mais- pour moi, ça va. En fait, le seul truc, c'est que je suis en mode, pour le coup, si vraiment vous parlez de. Parce que ce qui les intéressait, d'ailleurs, c'est adapté du livre du gars qui a mené les opérations Du d'évacuation français, de l'ambassade française. Donc, ce qui les intéresse, si ce qui les intéresse, c'est vraiment l'évacuation des Français, dans ce cas-là, ne foutez pas des plans de 25 minutes sur les Afghans qui tapent à la porte pour essayer de rentrer, pour les misérabiliser toujours plus, sans un gros plan sur une seule de ces personnes-là, sans leur donner une ligne de dialogue, sans rien traiter d'eux. Dans ce cas-là, ne les filmez pas. Filmez les soldats. Filmez les réunions qu'ils ont entre eux, stratégiques, etc. Mais Et ça ne aurait filmez peut-être pas ça. intéressant, ouais. Bah, déjà beaucoup plus. Je dis pas que Sans ça aurait côté fait un cible, excellent ouais. film, mais en tout cas, il y aurait eu moins ce côté que moi je trouve problématique d'avoir les Afghans. Moi, ça m'a fait vraiment penser à Bac Nord et la manière dont ils filmaient les jeunes de banlieue. Bac Nord, qui par ailleurs est un plutôt bon thriller, mais ce traitement-là, je le trouve vraiment déplorable et je trouve que c'est un peu la même chose dans 13 jours 13 nuits. Mm. Et à côté de ça, je trouve on voit les artifices de mise en scène, on voit tout ce qu'il a essayé de faire et qui je trouve fonctionne pas trop. Moi, c'est un truc qui m'a vraiment gêné. Je te l'avais dit en sortant, je sais pas si tu l'avais remarqué, mais je trouve que les bruits d'armes à feu sont surmixés. Donc en fait, ils sont très 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 forts. Et effectivement, quand t'as un mec qui sort son arme et où tu te demandes si le suspense c'est ce qu'il va tirer ou pas, le moment où il tire, ça t'en met tellement plein les oreilles que oui, ça te fait sursauter si tu veux. Et du coup, il y a cette tension-là qui s'installe par rapport au fait que le bruit des armes à feu est fort. Mais je trouve ça un petit peu facile comme procédé. Pareil, les plans séquences, c'est pas parce qu'il y a un plan. Enfin, il y a d'autres manières que le plan séquence de mettre en immersion son spectateur. Et Bourboulon, il faisait déjà ça dans Les Trois Mousquetaires. C'était que du plan séquence. Je trouve qu'au bout d'un moment, il pourrait un peu chercher d'autres moyens plus intéressants de mettre son spectateur en immersion. Et puis, il y avait quoi d'autre ouais, la mise en scène. Si, moi je le trouve très misogyne et très colonialiste. Après, ça c'est un peu plus politique, mais je trouve que la manière de l'étalonnage des films des pays du Moyen-Orient, c'est toujours le même. On met un filtre orange et puis hop, on est dans le Moyen-Orient. C'est très patriotique, quand même, faut le dire. C'est très français, c'est très bravo les soldats, on est très bon et tout. On est très courageux et voilà. Et quand tu mets ça en rapport avec la manière dont les populations afghanes sont filmées, je trouve ça à la limite un peu colonialiste. Pas Ouais, ouf. ouais. Donc moi ça m'a moyen plu. Et oui, et puis il y a un côté où Bourboulon, il voulait déjà faire, et ça pour le coup c'est assumé, hein, c'est assumé plus même par Pathé, les producteurs, que par Bourboulon. Il y a une volonté vraiment d'aller sur le terrain des Américains, dans le côté blockbuster, dans le côté thriller et dans le côté sensation. Parce que ils font partie de ces gens qui trouvent que les films français ils sont un peu trop intello, un peu trop calmes, mais ça dure 3 Oui, heures mais et ça, il se passe pourquoi rien. pas Et donc, sauf que, non mais pourquoi pas, mais sauf que il faut pas faire comme les Américains. Il faut essayer d'aller sur leur terrain dans le sens où il faut essayer de faire du cinéma ambitieux, oui, Ouais. mais pas faire comme les Américains. En moins bien. Et voilà, en moins bien. Et donc le côté Lina Koudry qui en fait des tonnes, le côté plan séquence, on va mettre du budget, on va mettre des guns, etc. Ça fait un peu, s'il vous plaît, regardez comment on est comme les Américains. Et ça, moi, je trouve ça pas bon. Le cinéma français, il est pas comme le cinéma américain. Faut pas essayer de faire la même chose. Et quand on fait des films très français, ça fonctionne. Sans que ce soit forcément incroyable, mais je sais pas, un petit truc en plus, par exemple, il a bien marché à l'étranger. C'est un film qui est très français. Et moi, ça me plaît bien que ça marche à l'étranger, tu vois. Et ça m'étonne pas que 13 jours 13 nuits, il va pas fonctionner à l'étranger. Donc voilà. Bon. Après, on peut rappeler qu'il y a une série qui est sortie l'an dernier. Alors, je l'ai Moi, pas je vue l'ai- en entier, mais moi, moi, je je l'ai l'ai vu pas le vue du début tout, et elle donc, était vraiment bien, qui s'appelle Kaboul, qui a été faite avec plusieurs pays de l'Union européenne. Et pour le coup, les deux réalisateurs, enfin les deux scénaristes, ont fait un énorme travail de documentation. Et c'est vraiment le même sujet, hein.
et le traite de manière beaucoup plus fine et complexe. Et bon, après, ils ont plus le temps, hein, c'est sur une série. Hein. Mais voilà, ça peut valoir le coup. Parce que le sujet est hyper intéressant. Tu sais où est-ce qu'elle est regardable? Non, elle était passée sur TF1 France. Non, France Télévisions. Ah bah dans ce cas-là, elle est toujours disponible sur le site, je pense. Ouais, sans doute. Parce que si c'est passé de manière gratuite, c'est qu'elle est restée. J'aurais dû vérifier ça. Mais de toute façon, je le mettrai au montage si jamais elle est toujours disponible et je vous dirai sur quelle plateforme vous pouvez la voir. D'accord. Parce que effectivement, c'est un épisode historique très intéressant pour le coup. Ouais. Mais voilà, là, c'est pas traité comme je pense on aurait voulu. Après, voilà. toi, t'as vu. Et Stranger Eyes. Oui. Je vais être assez court parce que le problème du film c'est que, justement, en fait je suis curieux que des gens aillent le voir et m'en parlent parce que je sais pas si c'est moi le problème ou si c'est le film. Moi je trouve que le montage est trop compliqué et je trouve qu'en fait à la fin on comprend pas. Et c'est dommage parce que du coup l'histoire du film c'est un couple, la première séquence on se rend compte qu'en fait leur enfant a disparu. Donc ils savent pas ce qu'elle est devenue mais elle n'est plus là, une petite fille en bas âge. Et en fait, ensuite, ils reçoivent des DVD et ils les mettent sur leur télé et ils se rendent compte que il y avait un voyeur qui les filmait à l'époque où leur fille était encore là. Et du coup, eux, très vite, ils commencent à se dire, c'est sûrement ce mec-là qui a kidnappé notre fille, quoi. Et surtout, il y a sûrement des indices pour savoir où elle est et pour la retrouver. C'est un thriller, ce film. C'est plus un policier. Ouais, parce que le rythme n'est pas aussi soutenu que dans un thriller. Ouais. Par contre, c'est un policier, donc il y a une enquête. Et petit à petit, tu comprends des choses et voilà. Et le problème, c'est qu'ils font un... C'est un film de quelle nationalité, pardon? C'est coréen? Non. C'est taïwanais et Singapour. Mais je sais pas, je crois que ça se passe à Taïwan, pas à Singapour. Ça a pas l'air de se passer. Je crois que c'était Taïwan. Ok. Mais en tout cas, c'est une coproduction des deux pays. Et le truc, c'est que du coup, ils prennent le parti de se dire, ok, on va faire des flashbacks. Donc ensuite, t'as flashback pour mieux comprendre quand ils étaient avec leur fille. Ensuite, très rapidement, tu sais qui est le gars qui les filme. Donc ça, c'est plus un suspense. Ouais. Juste le suspense, c'est est-ce que le couple va réussir à retrouver ce mec-là. Mais du coup, t'as les flashbacks du couple avec sa fille, les flashbacks du mec qui les filmait, de pourquoi il s'est mis à les filmer, de quand il les filmait, de après qu'il les ait filmés, et tout ça parallèlement au fait de l'enquête dans la vraie vie, où ils vont voir la police, où ils vont voir la police, et où l'inspecteur essaye de les aider. Et donc en fait, t'as genre 4 temporalités, 4 personnages, et au bout d'un moment, t'arrêtes de suivre. Ouais, t'es perdu. Et je trouve ça dommage parce que à la fin, il y a un plan qui est censé te faire comprendre. C'était ça le plot twist, c'était ça le truc, c'était ça le dénouement. Et je crois l'avoir compris, mais j'en suis pas sûr. Non. Et du coup, c'est frustrant en fait, c'est dommage. Après, moi, je suis pas forcément toujours le plus fineux dans les scénarios compliqués. Je suis pas celui qui va tout comprendre direct. Donc peut-être que c'est ma faute, j'ai pas envie de tout mettre sur le... Parce qu'à côté de ça, l'enquête, il y a vraiment un truc intriguant, il y a une atmosphère très chouette, il y a une bonne mise en scène. Les comédiennes sont très bons parce que ce couple, il est vraiment particulier. Il développe bien l'effet qu'a eu la disparition de leur fille sur eux. Enfin, il y a vraiment des choses intéressantes en termes d'écriture. Ouais. Non, c'est vraiment un film qui est bien fait sur plein d'aspects. Et voilà, c'est dommage qu'à la fin, ça devienne trop brouillon. Peut-être qu'ils ont pris trop de risques au montage. Voilà. Bon, bah voilà. Ouais. C'est tout. C'est tout. Et puis après, il y avait tellement de films qu'on n'a pas pu tout voir. Mais, le Grand Déplacement. Non, mais sinon, il y a des grosses sorties. Hein. On vous encourage à aller voir Once Upon a Time in Gaza, et qui est un film qui va pas manquer d'originalité. Ils ont mis 10 ans à le faire. Ils ont voulu y retourner. Mais le 7 octobre s'était déroulé le 7 octobre 2023. Du coup, ils ont dû aller tourner à côté. En Jordanie, il me semble. Megan, t'avais vu le premier, toi? Non, Megan, j'ai pas vu le premier. Toi, tu l'as vu? Moi, je l'ai vu. Tu peux dire un mot du premier Megan? Le premier Megan, j'avais bien aimé. Ok. Et voilà. Ok. Je vais pas faire non, mais c'est probablement... quoique, je sais pas. J'allais dire c'est probablement un gage de qualité parce que c'est pas trop ton style de film. Et si t'aimes, c'est que c'est bon. Et en même temps, je me dis, si c'est pas ton style de film, est-ce que t'es vraiment habilité à dire ce qui est bien ou pas? Je sais pas. Mais moi, ça me donne envie. Mais j'ai eu des bons retours. Hein. Non, attends, il était vraiment bien foutu. Moi, j'avais bien aimé. Il a une réputation de très bon divertissement. Et puis, c'était hyper intéressant. En plus, c'est une histoire d'une poupée avec intelligence artificielle. Et l'attachement que la petite fille avec la poupée qui la défend, qui devient... là, du coup, l'histoire, c'est... t'as une autre intelligence artificielle 2 ans plus tard qui a été créée par l'armée. Sauf que elle devient ouf et elle a envie de tuer ses créateurs. Et du coup, t'as l'autre, la créatrice de la première Megan, qui va réveiller Megan
pour essayer d'aller buter l'autre Amelia, qui est l'autre intelligence artificielle, l'autre poupée. Donc ça va être apparemment un affrontement entre deux intelligences artificielles. Ouais, mais là, je trouvais qu'il y avait une réflexion intéressante avec la petite fille et l'intelligence artificielle. Et l'attachement qu'on peut avoir, là c'est un enfant mais même un adulte avec une intelligence artificielle. Qui est un sujet ultra actuel. Ouais, vraiment. Ça marchait super bien. Megan 2.0, ça doit être celui de trop, mais effectivement le premier, il était c'est vrai que le scénario du 2 me paraît moins sympa, mais bon. Bon bah voilà, on a fini. Voilà. Et donc, aller au ciné. Aller au cinéma, voilà.